Bonjour à tous. Donc, ce webinaire va nous être présenté par des consultants expérimentés ADN. Donc, il va y avoir deux grandes parties. Une première partie plus sur le contexte réglementaire et le rappel des exigences réglementaires. Et une partie peut-être un peu plus technique. On veille quand même à ce que ne pas vous noyer, mais une partie un peu plus technique pour comprendre un peu les changements et les impacts sur le changement en termes de cycle de vie chez les éditeurs de solutions SaaS. Voilà. Donc, je vais peut-être laisser le temps de quelques minutes que tout le monde arrive là. Thibaut se présenter rapidement, enfin les intervenants se présenter rapidement. Donc Thibaut Tellier, Aurélie et Gaël. Voilà, si vous pouviez vous dire deux mots sur votre parcours chez ADN, sur ce que vous faites. Voilà, de manière à vous présenter. Bonjour, et donc moi je Commence. vais peut-être commencer si vous m'entendez bien. Oui, Donc moi c'est Thibaut, je suis consultant chez ADN depuis 2017. Moi je venais de l'assurance qualité et donc j'ai rejoint ADN pour plus faire de la validation des systèmes informatisés. Je sais pas Bonjour, si- moi je suis Aurélie Deriveau. Je suis consultante pour ADN depuis une petite dizaine d'années et je suis aussi responsable du pôle qualité et j'interviens essentiellement sur des missions de validation de systèmes informatisés ou de mise en conformité avec les exigences réglementaires et pour le milieu pharmaceutique et pour le milieu des dispositifs médicaux. Bonjour à tous, donc Gaël Caron. Donc je suis ingénieur, je m'occupe du pôle agilité chez ADN où l'on traite les domaines de l'agilité, de la transformation digitale pour nos clients de la pharma et du dispositif médical. Et puis ce qui va autour, les systèmes cloud, le développement logiciel, les tests automatisés. Voilà. ok, parfait. Eh ben, on te laisse démarrer, Thibaut, hein, parce que là, on commence à avoir pas mal de monde. Hein. Ouais, ok. Alors, hop. Attends. Voilà. Donc pour cette présentation, je vous présente rapidement un peu comment ça va se passer. Tout d'abord, je vais vous refaire une petite introduction sur le sujet. Ensuite, on va revenir sur quelques définitions, histoire de bien cadrer le contexte. On reviendra également sur les différentes configurations qui sont possibles pour ces types d'audits. Et ensuite, on détaillera les principaux points d'attention qui nous paraissent importants à avoir en tête et à maîtriser sur ces thématiques. Et puis, j'introduirai donc Gaël qui prendra le relais sur une problématique qui est d'actualité, qui recoupe plusieurs sujets et dans lesquels en fait l'audit fournisseur s'inscrit. Et donc, on vous expliquera pourquoi. Et pour finir, on vous présentera comment ADN peut vous apporter du support sur ces sujets. Alors pour commencer, donc qu'est-ce que disent les réglementations sur le besoin d'audit? Alors on a l'annexe 11 des GMP européennes qui nous dit donc the competence and reliability of a supplier are key factors when selecting a product or service provider. The need for an audit should be based on risk assessment. Ils nous disent également the supplier should be assessed appropriately. On a aussi le GAMP 5 dans son appendice dédié au supplier assessment qui stipule donc regulated companies should assess the quality and reliability
of the computerized system suppliers and service providers. Et on a également, en termes de normes, on a par exemple l'ISO 13485 qui utilise également le terme d'évaluation et qui nous dit The organization shall establish criteria for the evaluation and selection of suppliers, avec une liste d'éléments. Et également, the organization shall plan the monitoring and revaluation of suppliers. Donc là, on voit bien que ils élargissent en fait la notion d'évaluation aux notions de monitoring et de réévaluation continue, en fait, donc des fournisseurs. Alors, quelques petits rappels contextuels sur la transformation digitale. En fait, c'est assez récent finalement, puisque ça a débuté au début des années 2010. Et on a par exemple l'utilisation du terme transformation digitale dans Google France, qui est utilisé à partir de 2014. Donc c'est à la fois, c'est pas si vieux que ça, quoi. Pour ce qui est du cloud, donc des services, des différents types de services cloud, et notamment des services SaaS, ils sont en évolution constante ces dernières années. C'est une évolution de l'ordre de 17 à 20% en termes de marché. Alors là, je vous ai fait un petit rappel sur les intérêts et les limites qu'on peut trouver au service de cloud computing. Donc, dans les principaux intérêts, il y a évidemment une facilité, une rapidité de mise en place, une facilité d'accès, puisque généralement un accès à Internet en fait suffira, une élasticité des services en termes de nombre d'utilisateurs, de volumétrie, etc. Et également une évolutivité des offres avec la gestion de différents abonnements, des éventails de types d'offres qui peuvent être assez variés et différents. Pour les principales limites, on peut trouver la gestion des coûts, le maintien des performances et les risques d'interruption d'accès, puisqu'on n'a plus la maîtrise en interne de tous les éléments. L'intégration du système dans le reste des process du client, de l'utilisateur. Et la maîtrise des données. Garder la maîtrise des données en termes de propriété, de sécurité, de conformité. Et ça, on le détaillera un peu plus loin. Donc on peut dire en fait que la conciliation entre les intérêts et les limites des services de cloud, elle réside dans la force de la relation qui est formée entre le client et le fournisseur. Alors on va revoir quelques petites définitions pour que tout le monde ait bien en tête les différents éléments rapidement. Donc ce qu'on appelle le hardware, c'est les composants physiques matériels d'un système informatisé. Le software, c'est les composants logiciels. Donc, ça peut être soit les systèmes d'exploitation, soit l'application en elle-même qui va être utilisée. Donc c'est immatériel pour cette composante. Les middleware sont également appelés parfois logiciels médiateurs ou intergiciels, et donc ils facilitent les échanges d'informations entre les logiciels. Et je voulais juste aussi revenir sur la définition finalement d'un système informatisé. Donc on a l'annexe 11 des GMP européennes qui définit ça comme un ensemble de logiciels et matériels qui remplissent ensemble certaines fonctionnalités. C'est un peu vague. Mais on a une autre définition également dans les GMP européennes, dans le glossaire, qui est plus complète, je trouve, et qui indique donc un système comprenant la saisie de données, le traitement électronique et la sortie d'informations destinées à être utilisées à des fins soit de rapport, soit de contrôle automatique. On a une autre définition
dans le GAMP 5, qui est plus large. Et alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris bouger. On voit que ça inclut en fait le système de contrôle, donc dans la partie gauche là, composé donc du software, du hardware et de ce type d'éléments, mais également du processus qui est contrôlé. Donc ça inclut les documentations, les procédures, les personnes et éventuellement des équipements aussi qui y sont connectés. Alors, toujours dans les définitions, au niveau des différents types d'offres cloud. Alors, au premier niveau, on a l'IaaS, donc Infrastructure as a Service. Dans ce type d'offre, le fournisseur va héberger et gérer de son côté l'infrastructure informatique. Donc, ça va être principalement les serveurs, les réseaux, le système de stockage de données et la solution de virtualisation. Deuxièmement, dans le cadre d'un service de type plateforme as a service, donc ça inclut les services de l'IaaS, plus les applications middleware, donc par exemple le système d'exploitation, le serveur web, les bases de données. Ça peut également inclure le support, donc le support informatique, et des différentes fonctionnalités éventuellement donc un environnement de développement, ça peut être des outils de programmation, il peut y avoir plusieurs possibilités plus spécifiques. Et le dernier, le troisième niveau, le software as a service, donc ça inclut les deux premiers, plus donc le logiciel ou l'application en elle-même, avec évidemment donc son installation, sa configuration et sa maintenance. Je vais me permettre de vous envoyer un premier petit sondage. Je vous remercie par avance d'y répondre. Alors, de savoir si vous utilisez l'un de ces services. Est-ce que je dois cliquer ou est-ce que c'est tout bon? Non, c'est tout bon, Thibaut. Ok. Ok, vous êtes 80% à avoir voté, donc je vais clôturer le... ça vote encore, alors je vais vous laisser encore un petit peu. Ok, merci. Alors, comme vous pouvez le voir, vous êtes quand même une grande majorité, enfin, tout le monde utilise certains de ces services et vous êtes quand même une grande majorité à aussi utiliser des services SaaS. Donc, on espère que ce webinaire vous aidera. Donc, c'est vrai que le webinaire, il est plutôt orienté SaaS, puisque ça correspond en fait à la majorité du besoin. Et il est vrai que avec la pandémie actuelle, bon, il est évident que bon, ça a favorisé l'adoption du SaaS, avec les problèmes de cybersécurité aussi qu'on a pu voir avec, mais ça c'est un autre sujet. Et aujourd'hui, la tendance, c'est vraiment quand même d'aller sur ce type d'architecture. Ok. Ok, merci tout le monde pour vos réponses et Thibaut, je te redonne la main. Ok. Il y avait juste cette slide là où on voit en fait la partie en jaune qui est gérée chez le fournisseur et la partie en bleu qui est gérée chez le client. On voit bien. Ouais, excuse-moi Thibaut, je veux peut-être la commenter un poil plus. Ça c'est j'ai remis cette slide puisqu'elle reprend un peu les trois types de niveaux de service que vous pouvez contracter. Et surtout, l'intérêt de cette slide, c'est de bien rappeler à tout le monde, et c'est quelque chose sur lequel on a insisté beaucoup depuis le début, on fait des webinars sur le cloud, c'est que quoi qu'il en soit, même dans un niveau de service très packagé comme peut être le software as a service, le SaaS,
il vous reste évidemment quand même des responsabilités en tant qu'utilisateur final et a fortiori en tant que personne sous régulation forte, enfin avec des industries qui sont sous régulation forte. Donc ça, c'est intéressant de le regarder peut-être à tête reposée pour bien bien comprendre quels sont vos niveaux de responsabilité parce que ce ne sont pas les mêmes niveaux. Donc on voit que quoi qu'il arrive globalement, le hardware, le réseau, etc., ça ne sera pas sous votre responsabilité, mais dès que vous êtes en IaaS, vous avez la responsabilité de tout ce qui est sécurité réseau, de l'authentification des accès, de la gestion des permissions. Quand vous êtes en SaaS, vous avez aussi encore quand même la responsabilité de la sécurité au niveau de l'application, au niveau fonctionnel, du déploiement des usages, etc. Et donc voilà, donc il y a toujours quelque chose à faire d'un point de vue de la qualification, de la validation de ce type de système, quand bien même ils sont livrés clé en main, prêts à être utilisés. Je te redonne la main, Thibaut. Voilà, c'était juste pour commenter un petit peu ce. Ok, ouais. Ce slide. Merci Gaël pour ces précisions. Ok. Donc on comprend assez rapidement. Alors on vous a pas perdu beaucoup plus sur des définitions techniques, mais en fait on voit bien qu'il y a donc un vrai besoin d'un cadre contractuel en fait pour spécifier les usages, les types de services, les niveaux de prestations entre toutes ces différentes offres et tous ces différents éléments là dont Gaël a parlé. Et donc on a un document qui s'appelle le SLA, Service Level Agreement, qui va être le document qui centralise justement les spécifications d'usage et de niveau de service attendu. Alors quelques petites précisions aussi ou rappels en fait sur l'audit fournisseur. En fait, on peut avoir trois principales configurations façon d'auditer. Donc on a celle que peut-être vous aviez en tête, qui est donc par le client. L'intérêt, c'est qu'on a la maîtrise du scope et qu'on peut donc s'assurer de son adéquation avec les requis internes spécifiques à chacun. Les désavantages, c'est que ça requiert des compétences d'audit et des compétences techniques qui ne sont pas forcément apportées dans votre société. On a la possibilité de faire un audit conjoint par plusieurs clients. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on mutualise en fait les coûts et les compétences. L'inconvénient, c'est que ça peut donc ce rapprochement avec ses collègues ou concurrents, on peut avoir du partage d'informations. Et aussi, il faut que le fournisseur accepte aussi de son côté ce genre d'audit. Et la troisième, c'est par un auditeur indépendant. Donc l'intérêt, c'est l'indépendance des résultats et la possibilité de faire mandater sur un scope personnalisé. Par contre, l'inconvénient, c'est évidemment un coût. Et on a toujours finalement est toujours dépendant aussi de l'acceptation par le fournisseur. Est-ce qu'on avait Alors, je vais, un petit sondage? Je vais me permettre de reprendre la main pour lancer un nouveau petit sondage. Alors, avez-vous déjà, enfin surtout pour ceux qui utilisent du SaaS, forcément, avez-vous déjà réalisé un audit de votre fournisseur SaaS? Ça continue de voter. Alors, je vais clôturer le sondage. Parce qu'on est à 90% de votants, quand même. Voilà. Et je vais partager les résultats.
Alors, on voit quand même que vous êtes plus de la moitié à ne jamais avoir réalisé d'audit pour votre fournisseur SaaS, mais que 10% ont prévu de le faire. Et du coup, il y a 38% qui réalisent ce type d'audit. Enfin, qui ont au moins réalisé une fois ce type d'audit. Merci beaucoup pour vos réponses. Et Thibaut, je te redonne la main. Ok, merci Aurélie. Alors maintenant, on va faire un focus sur les principaux points d'attention qui nous ont paru importants donc à maîtriser, à avoir en tête. Alors, on les a groupés en 3 catégories. Les risques métiers, les risques qui sont liés au contrat et les risques qui sont liés aux données et aux différents services. Alors, premièrement, les risques métiers. Donc, on va avoir le maintien des performances, les risques d'indisponibilité de l'application. Ça peut être pour de la maintenance côté fournisseur ou pour des incidents, que ce soit software ou hardware. Là, on a eu un exemple il n'y a pas longtemps avec l'incendie là, des serveurs OVH. Le maintien de la stabilité du logiciel. Toute la thématique de continuité d'activité, qui est plutôt un gros sujet avec les systèmes de backup et de restauration des données, sachant que ces systèmes ils doivent non seulement exister, mais surtout être testés régulièrement. L'organisation du support, donc par exemple la gestion des incidents par le fournisseur, et également la gestion des changements et des releases. Et ça, Gaël en reparlera un petit peu plus loin. Thibaut, est-ce que je peux rajouter un petit point? Oui. Donc sur les systèmes de backup et de restauration de données, bon là on se moque gentiment d'OVH, mais bon en fait c'est pas forcément si simple que ça. Je pense que aujourd'hui les fournisseurs SaaS ont la possibilité de s'appuyer sur des offres IaaS. D'ailleurs c'est le cas, hein, ils n'ont pas leur propre IaaS, ils s'appuient généralement sur les 3 grands fournisseurs hein, que sont AWS, Azure et GCP. Et en fait, il existe tout un ensemble de services chez ces 3 fournisseurs qui permettent de construire des architectures qui sont nativement, redondantes, et 2, qui s'appuient sur des services qui sont conceptuellement redondés, quoi. Donc c'est le cas dans tous les systèmes, on a des notions de région, on a des notions de cluster, voilà. Donc dans les points d'attention sur la continuité d'activité, effectivement, lors d'un audit, c'est d'aller regarder que ces fonctionnalités-là sont utilisées pour répondre aux besoins, tout simplement. Hein. C'est plus tellement comme on faisait à l'époque, entre guillemets, il y a 20 ans, avec uniquement la réponse était est-ce que vous avez fait vos backups et est-ce que vous avez bien fait vos restaurations, bien que ce soit déjà le b.a.-ba et que ce b.a.-ba ne soit pas forcément toujours respecté. Et par rapport au contrat, on s'aperçoit, si on prend ce qui s'est passé avec OVH, que les gens, ils ont signé sans trop regarder les contrats, et en particulier sans trop regarder les SLA, mais on va peut-être y venir. Je referme la parenthèse. Ok, merci pour ces précisions. Alors ouais, justement, les risques qui sont liés au SLA. Bon, alors il y a pas mal de choses, hein, du coup, mais j'ai mis les principaux. Qu'est-ce qu'il y a comme recours juridique en cas de non-respect des contrats? Il y a le besoin de la connaissance et de l'acceptation de la chaîne des intervenants chez le fournisseur. Donc si lui, de son côté, il sous-traite certaines de ses activités, etc. Le droit d'audit, donc on parlait tout à l'heure de l'acceptation de l'audit par le fournisseur, donc pour pouvoir contrôler les niveaux de service de son côté. Il y a tous ces éléments aussi en dessous là qui concernent la fin du contrat, donc les modalités de cessation de service, le droit de sortie de contrat sans pénalité, le besoin de justification et de préavis si c'est le fournisseur qui fait une cessation de contrat, le droit de restitution et destruction des données, avec évidemment la connaissance des procédures pour le client, les délais,
les formats de restitution, les coûts, etc. Donc là, c'est des notions peut-être un peu plus administratives ou juridiques, mais donc il y a pas mal d'éléments à avoir en tête par rapport à ces thématiques-là. Je ne sais pas si Philippe voulait rajouter quelque chose sur cette slide également, ou si je... Ce qu'il Non, faut savoir, mais c'est que ouais, pardon. les contrats de SLA, bon, il y a souvent le contrat de SLA standard, qui est naturellement plus favorable dans ces cas-là à l'éditeur, hein. Et puis il y a les SLA, je dirais un peu moins standards, qui font l'objet d'échanges, de discussions, voire de négociations. Voilà. Donc il faut le savoir et je pense que c'est important de garder ça à l'esprit. Oui, tout à fait. Et vous m'entendez? Oui. Oui, tout à fait. Et notamment, je reviens un tout petit peu là sur OVH. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que, en fait, moi qui ai un peu suivi ce qui s'est passé, c'est que notamment beaucoup d'entreprises, donc il y a quand même presque 4 millions de sites web qui sont tombés à cause de l'incendie à Strasbourg, que dans la grande majorité des cas, la plupart des clients avaient signé des SLA, je pense qu'ils n'avaient pas très bien compris et que dans la plupart des cas, en fait, OVH était dans son bon droit de leur dire on a perdu vos données en fait. Donc ça, c'est juste pour appuyer un petit peu le fait que vraiment le SLA, c'est vraiment essentiel et aussi de ne pas se laisser avoir, entre guillemets, par le fait que notamment dans tous les systèmes cloud qui fournissent de l'infrastructure, il y a souvent des systèmes dits un niveau de service très important à 99,xxx% où il y a de la redondance, etc. Mais que ce n'est pas tout le temps suffisant et certainement pas suffisant pour considérer cela comme un backup ou un plan de remise en condition opérationnelle qui soit fiable. Et donc voilà, donc il faut vraiment bien faire attention à la fois à verrouiller au niveau du SLA et ensuite après à assumer ses propres responsabilités en tant que client final pour mettre en place ses plans, puisque apparemment ça n'a pas été fait dans la majorité des cas des entreprises qui ont été impactées. Et que d'un point de vue juridique, on ne peut pas très souvent se retourner vers le fournisseur si on n'a pas bien verrouillé en amont. Au moins cette mésaventure française nous aura appris à cela. Ouais, je clôt la parenthèse et Je voudrais juste rajouter pour les pénalités, souvent les pénalités, ça se traduit plus une forme de crédit que de réelle pénalité, quoi. Donc bon, voilà, un autre point d'attention. Ok, merci. Et donc voilà pour le dernier point, la dernière catégorie des risques, les risques qui sont liés aux services et aux données directement. Alors là, c'est pareil, il y a pas mal d'éléments, on a mis les principaux. Donc finalement, quelles sont les données qui transitent? Sous quel format? Est-ce qu'elles sont cryptées ou non? Est-ce que il y a un système de redondance des données? Vérifier les systèmes de contrôle, donc les monitoring, les alarmes, vérifier s'il y a des systèmes de protection, des antivirus, des pare-feux, et vérifier leur efficacité. Est-ce qu'il y a des systèmes de mise à l'échelle, ce qui s'appelle le scale-up automatisé, qui permettent de faire évoluer l'offre en fonction du besoin en volume notamment. L'audit trail, les restrictions d'accès physique au hardware, par exemple, et les gestions des droits et permissions pour la partie immatérielle, les problématiques d'archivage, etc. Et on a également une catégorie un peu spécifique, un peu particulière pour les données personnelles. Finalement, qui est le propriétaire des données? Et aussi les problématiques liées aux sources des données et à leur localisation par rapport à la réglementation. Donc bien vérifier le cadre réglementaire dans lequel ces offres s'inscrivent et s'assurer que ça respecte la réglementation localement. Donc en Europe par exemple, le RGPD.
Je vais en profiter pour vous lancer un nouveau petit sondage qui est lié à tous ces points que vous a listés Thibaut. Alors, est-ce que vous pensez pouvoir documenter la maîtrise de tous ces points d'attention avec vos fournisseurs SaaS? Ok, donc on est presque à 90% de votants, donc je vais fermer le sondage et vous partager les résultats. Alors, vous êtes quand même une grande majorité à penser que vous ne pouvez pas documenter assez suffisamment la maîtrise de ces points d'attention. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. Et Thibaut, je te relaisse la main. Oui, alors là, je vais juste introduire en fait ce que Gaël va développer par la suite. Alors, ne prenez pas peur. En fait, c'est pour vous expliquer cette problématique donc de la gestion de la validation des releases. Donc, par exemple, on prend cet exemple. Avant, comment ça se passait? On achetait le logiciel, on l'installait localement, on faisait la validation en interne, et le fournisseur du logiciel proposait des montées de version, et souvent les releases mineures étaient sautées pour éviter trop de revalidation. Alors aujourd'hui, et donc de plus en plus, comme on l'a vu en introduction et avec ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, les applications SaaS sont de plus en plus la norme en fait. Et le fournisseur propose souvent des releases très fréquentes qu'il impose même et qu'il pousse en fait directement en production. Ce qui entraîne un besoin de revalidation constant côté client, côté utilisation. Alors là, on a deux possibilités. Soit on fait une revalidation systématique, et dans ces cas-là, on a une grosse augmentation de la charge de validation, ou on peut se tourner vers l'automatisation des tests. Donc là, je vous suggère d'aller voir notre webinar automatisation des tests, qui est disponible, il me semble, sur la chaîne YouTube Agdan. Mais bon, l'automatisation des tests, c'est pas magique non plus, hein. Et donc, soit on peut avoir une approche CSA, donc Computer System Assurance. On va auditer le fournisseur pour évaluer sa gestion des releases. On va donc faire un focus sur son Product Lifecycle Development, notamment donc ce qui, selon la méthodologie DevOps que va développer Gaël juste après. Et donc là, l'idée, l'intérêt, c'est de pouvoir capitaliser sur les actions du fournisseur et d'augmenter la transparence client-fournisseur pour pouvoir s'abstraire de devoir retester tout en interne en fait systématiquement. Je te passe la main, Gaël. Oui, merci. Je voudrais juste faire un petit complément. Oui. Hein, donc il y a deux choses, c'est que je pense qu'effectivement il y a la maîtrise, il y a le cycle de vie produit, et souvent il y a le cycle de vie également projet. Ce qu'on achète, bon, même si on a une plateforme avec un produit, il y a toujours un petit peu de configuration, custo, etc. Donc quand il y a l'audit fournisseur, effectivement on audite le système qualité, on audite les process, donc là on va avoir un focus sur les process là de change, de release, etc. Mais en même temps, on regarde effectivement le cycle de vie. Donc, il y a le cycle de vie produit et le cycle de vie projet. Il faut être attentif à ces deux points-là. Alors, j'ai une question. En même temps, on peut justifier un décalage de version de validation software initiale avec uniquement une approche CSA. Bon, ça c'est un peu hors scope comme question. On va garder la question en stand-by et puis on vous donnera la parole pour vous exprimer sur ce sujet-là à la fin du webinaire.
Je te redonne la parole, Gaël, excuse-moi. Bien, très bien. Bon, donc maintenant qu'on a un petit peu posé la problématique, ce que je me propose de faire dans le temps qui va rester, c'est d'introduire un petit peu ce à quoi on peut s'attendre. Parce que globalement, si on a un fournisseur qui fait des releases de façon fréquente, donc qui pousse des versions de son logiciel assez fréquemment. Alors fréquemment, ça ne veut pas dire grand-chose, mais selon les outils, hein, on a des outils, on a des fournisseurs qui release toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça se voit de façon assez habituelle. Et donc du coup, toute l'idée de cette partie-là, c'est, bon, évidemment, ce ne sera pas de vous donner la façon complète de mener un audit, mais d'essayer de se reposer la question du coup de la façon dont votre fournisseur de solutions produit son logiciel, notamment avec ce qu'on appelle les méthodologies DevOps. Et en comprenant un peu mieux comment ça se passe, essayer de regarder, en tout cas d'identifier des clés techniques qu'on va chercher à aller auditer chez notre fournisseur, puisque voilà, ces méthodologies, elles sont relativement nouvelles et elles posent certaines questions et donc du coup forcément des points d'attention particuliers d'un point de vue de la maîtrise et donc et aussi de la façon dont on gère le risque et donc de la façon dont on va mener les audits. Voilà. Juste un petit point avant de commencer là, je pense que la slide précédente, il faut quand même pas évacuer tout de suite cette notion de test ou de test automatisé. Nous, on a proposé plusieurs façons de faire. Il y a pas mal d'outils qui existent. On a des approches aussi à vous proposer en termes de bibliothèque de tests. Parce qu'il y a des choses et notamment une analyse de risque ou une approche de type CSA va quand même pointer certaines fonctionnalités qui sont absolument critiques et que de toute manière, on cherchera à vérifier, à valider, à tester correctement. Et donc là, selon la fréquence, selon le coût de développement de ces tests-là, qui peuvent être relativement modérés selon les approches qu'on cherche, et selon si votre outil, par exemple, est largement utilisé, eh bien, ça peut faire sens et donc c'est quelque chose aussi à mettre dans la balance dans votre approche de validation d'un point de vue global. Je referme la parenthèse sur cette partie-là et je reviens sur le DevOps. Du coup, notre fournisseur, disons qu'il utilise cette méthode DevOps. Donc, la méthode DevOps, c'est une méthode qui cherche en fait à unifier à la fois le développement logiciel et l'administration des infrastructures. Et donc, du coup, vous avez ce signe-là, ce sigle, donc qui est le sigle infini là, en mathématiques, et qui fait que tourner, en fait, qui s'arrête jamais. Il n'y a pas de batch vraiment en DevOps. Et donc, on passe par ce cycle-là constamment de planification. On code, on build, donc ça veut dire on construit, on va dire à partir du code, on produit le logiciel final, on le teste, on envoie la release, on déploie tout de suite, on met ça en opération, on monitore ce qui se passe et à partir de là, on recommence, on rajoute des fonctionnalités, on couvre des bugs, etc. Donc ça va très vite et ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement maintenant, pour une grande partie des fournisseurs de solutions, tout ça est automatisé. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des points de contrôle qui sont faits manuellement ou humainement, mais on a les outils pour automatiser complètement cette chaîne. Et donc du coup, il faut aller regarder ce qui se passe aussi dans les outils d'automatisation et notamment le code. Excusez-moi. Et tu peux passer, s'il te plaît, à la slide suivante. Donc, très concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, c'est vraiment très, très basique. C'est vous avez une modification qui est faite par un développeur à T0. Tu peux cliquer une fois de plus. Il y a quelque chose avec un point d'interrogation qui va se passer et vous, de votre côté, vous allez voir la modification à T0 plus X minutes. Donc, ça peut aller très, très vite hein, selon les chaînes de développement qui sont mises en place. Ça peut être de l'ordre de la minute, ça peut être un petit peu moins, mais voilà. Donc, en vrai, qu'est-ce qu'il y a en général là-dedans? Donc là, c'est vraiment un exemple qu'on voit très souvent. Ça peut être autre chose,
Mais l'idée, c'est de se mettre dans la peau de la chaîne complète et de regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, vous avez, parce que en fait, l'intérêt de tout ça, c'est surtout de voir qu'il y a des éléments là-dedans clés, des outils techniques, des méthodologies qui sont très importantes et que du coup, on va chercher à comprendre pour les auditer. Donc, vous avez donc toujours Marie qui fait son développement. Donc là, ce code-là, elle va, ce qu'on va dire, elle va le pousser dans Git, donc un outil de suivi de version logicielle. Très bien. Ce code-là, quand il va être poussé, il y a quelque chose qui va, un petit robot, hein, entre guillemets, qui va être déclenché par le fait qu'il y a eu un nouvel événement qui s'est passé au niveau du Git. Et lui, ce petit robot-là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, lui, il va produire, en fait, à partir du code, l'ensemble du logiciel, hein, donc les exécutables, etc. Et il va, dans la foulée, une fois qu'il a produit toutes ces exécutables, les déployer, par exemple, sur un serveur de test et lancer une série de tests automatisés, tests unitaires, tests d'intégration. Donc là, j'ai mis un exemple de Selenium, mais il y a X façons de le faire. Une fois qu'on a passé ces tests-là, et pour peu qu'ils aient fonctionné, la chaîne va avancer encore toute seule et elle va venir déployer. Donc, par exemple, si c'est un Docker, donc on va dire que c'est un conteneur de virtualisation. Donc, elle va déployer l'application directement sur on va dire, cette hôte virtuelle qui est Docker. Et en fait, à partir de ce moment-là, eh ben, vous, chez vous, c'est déjà en place puisque du coup, en fait, ce avec quoi vous interagissez, finalement, ça peut être ce Docker. Donc, ça va très, très vite. Et là, on a 4 points de la chaîne DevOps très importants qui produisent quasiment automatiquement ma release. Et donc, on va aller regarder un petit peu ce qu'on voudrait faire dire à ces process et à ces outils pour s'assurer qu'ils sont maîtrisés par notre fournisseur. La slide suivante, voilà, merci. Donc, évidemment, je prétends pas ici donner toutes les clés, hein, je les ai certainement pas toutes non plus, mais c'est l'état un petit peu de nos réflexions par rapport à ce qu'on a déjà vu chez certains fournisseurs et les problématiques qu'on est capable d'avoir dans nos discussions problématiques qu'on est capable de comprendre dans les discussions que nous avons avec nos clients. Donc, quel process spécifique on va chercher à auditer là? Eh ben, la façon dont il gère son code et la façon dont il gère le versionning, donc le suivi des versions. La façon dont il gère ses releases, donc qu'est-ce qu'elles veulent dire, quels sont les points de contrôle qu'il y a avant de lâcher une release entre guillemets dans la nature, quelles vont être les stratégies de test qu'il a mis en place, quelles vont être évidemment les stratégies de qualification, de validation un petit peu globales qu'il aurait pu mettre en place aussi lui de son côté et qui permettent de décharger en partie son client final. Comment il gère les vulnérabilités logicielles, comment il gère les changements. Donc juste, qu'est-ce qu'on va chercher? Alors ça va peut-être un peu compliqué, mais globalement, hein, il y a un point quand même d'intention qui est très important, c'est de regarder comment ça se passe au niveau de la gestion du code et du contrôle de version. Donc souvent, les fournisseurs sont basés sur les systèmes Git et donc ils ont des fonctionnements qu'on va dire par branche. Donc en fait, les branches sont en fait des conteneurs assez étanches de code où en fait on va pouvoir dire par exemple que c'est ce qui se passe le plus souvent, ce qui arrive chez mon client final, c'est tout ce qui est sur la branche master et donc il va y avoir des développements qui vont se passer sur d'autres branches et qui après vont être renvoyés. Vous le voyez là, par exemple, la release V1 sur la branche master. Donc, en gros, ça, c'est mes développeurs, ils développent ailleurs pour pas casser le code client final qui est sur la branche master pour aller très vite. Hein. Et puis, à un moment, ils vont décider de pousser le code qui a été fait sur la branche développe, par exemple, sur la branche master. Et c'est à ce moment-là que la chaîne va partir et va arriver jusqu'à vous.
Et donc à ce moment-là, là, c'est quand même très important d'avoir une petite connaissance technique de ce fonctionnement-là, même si je suis allé très vite et je conçois que ça peut être un petit peu difficile à comprendre, pour comprendre en fait, lui, comment il gère ça. Est-ce qu'il a des branches séparées? Qui a le droit de faire quoi sur ces branches? Est-ce que tout le monde peut faire des changements sur la branche master? Ce serait une mauvaise gestion des permissions, par exemple. Est-ce que les corrections de bugs, typiquement, il les fait sur une branche à part? Est-ce que voilà, donc ça c'est très important de comprendre parce que c'est aussi une façon pour lui de maîtriser toute la chaîne parce qu'en fait ça c'est le point de départ de toute la chaîne qu'on va voir ensuite. Donc du coup là il y a un point d'attention très très particulier. Et puis bon évidemment la gestion de version de code et la capacité à retrouver toutes les anciennes versions, etc., ce sont aussi des exigences réglementaires et donc aussi quelque chose à vérifier. Voilà, donc ça, je vais vous le passer parce que c'est juste la démonstration un peu animée de ce qui peut se passer donc, dans ces outils-là. Donc, je pense qu'on n'a pas tout à fait le temps d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on va chercher à regarder au niveau de la gestion des releases? Donc, regardez comment lui, de son point de vue, gère les releases, donc ils vont plutôt être associés à des, alors ce qu'on appelle des commits, des choses comme ça. Donc en fait un état du code logiciel par rapport aux versions qu'il vous donne, V2.0, V2.12, etc. Donc là il y a des différences. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il a cherché à faire et comment il a géré ces différences. Quelles sont pour lui la signification entre des versions majeures, mineures et puis tous les points X qu'il peut avoir après, parce que voilà, il y a des versions où on cherche à corriger des bugs, il y a des versions où on cherche à avoir des nouvelles fonctionnalités qui peuvent être mineures, il y a des versions où on change toute l'infrastructure du code ou tout le principe de fonctionnement qui vont être majeurs. Donc ça, c'est aussi pour vous une façon de comprendre de quelle manière lui réfléchit à son produit. Et donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire quand vous voyez une version nouvelle arriver? Est-ce que c'est du majeur, du mineur, du vraiment très très mineur? Et donc du coup aussi, quels sont les impacts pour vous a priori qu'il va y avoir? Et donc du coup, aussi revoir d'un point de vue de l'analyse de risque ce qui a pu potentiellement être impacté. Comment il gère Est-ce que tu peux apporter un complément d'information là, peut-être, qui est oui. un peu simpliste, mais que dans l'industrie pharmaceutique, le parallèle avec la libération de l'eau est assez facile, hein. C'est vrai que la gestion des versions, comme l'a très bien expliqué Gaël, c'est quand même un élément clé, hein. Après, normalement, on la libère, cette version. Une fois qu'elle a passé tous les tests et qu'elle a passé notamment les tests de QA. Alors, les tests de QA, c'est pas forcément les tests de QA en mode GXP, mais il y a bien cette séparation entre, bon, je peux avoir des versions mineures, majeures, etc. Je peux aussi avoir des releases majeures, mineures. Et la différence entre une version et une release, c'est qu'effectivement, on a passé, comment dire, une porte qui dit, OK, je peux la libérer en production. Voilà. Et ça, c'est important de comprendre, d'identifier chez vos fournisseurs quelle est la mécanique qu'ils vont utiliser pour libérer une version en production et qu'est-ce qui va faire, quels vont être les critères qui vont faire qu'une version va devenir une release. Voilà. Et c'est d'autant plus important de les questionner sur ces critères parce que assez souvent, évidemment, c'est des critères qui sont automatisés. Donc, si les critères sont respectés, toc, à ce moment-là, ça va être réalisé. Et généralement, c'est réalisé dans un environnement, je dirais, de production, mais qui est un environnement de production de test. Oui, après, ça peut être vraiment ou plutôt un environnement de pré-production. Mais bon, c'est à mon avis intéressant d'essayer de faire le parallèle entre la libération d'un lot pharmaceutique et la libération d'une version, puisque là, c'est le même terme. Mais c'est pour ça qu'il y a bien cette différence entre version et release. Parce que toutes les versions ne passent pas le test de QA, évidemment. Voilà, je referme la parenthèse. Tout à fait. Donc là, en fait, c'est le point d'après, hein, l'ensemble des critères de contrôle. Donc, on peut au moins les séparer en deux types de critères, des critères plutôt humains de gestion de droits, de permission, et des critères qui peuvent être
comment je peux dire, de l'évaluation stricte, d'un nombre de tests qui est passé, d'une qualité de code et ce genre de choses qu'on regardera juste après. Un point très important aussi, c'est les artefacts. Donc les artefacts, globalement, hein, on peut dire que ce sont c'est toute la production des éléments logiciels qui sont faits à partir du code. Et ça, c'est très important, surtout dans vos activités, de vérifier qu'ils soient bien conservés et qu'ils soient tous reproductibles. Donc ça, c'est très, très important. Normalement, il y a des outils pour le faire. Pas toujours bien fait. Il faut faire attention parce que, en théorie, réglementairement, on peut demander à revenir à une version très lointaine et on veut la reproduire exactement à l'identique dans les mêmes conditions à partir du même code source. D'un point de vue de la stratégie des tests, bon alors là évidemment c'est chose que vous connaissez déjà je pense, hein, qui de toute manière ne changent pas dans leur philosophie évidemment. Un point d'attention tout particulier dans les chaînes DevOps que sont les tests automatisés. Donc bon évidemment les tests est-ce qu'ils sont rejoués complètement à chaque nouvelle version, etc. Ça, c'est logique. Un point d'interrogation très fort, c'est comment sont gérés les tests automatisés et comment on les documente. Parce que c'est pas parce qu'ils sont automatisés qu'on les documente pas et qu'ils rentrent pas dans la matrice de traçabilité. Et donc ça aussi, c'est un point qui peut être assez souvent oublié parce que voilà, ça peut être un peu des petites difficultés là pour votre fournisseur. C'est quand même un point très important à regarder et ne pas hésiter à aller regarder dans le détail aussi qu'est-ce qui se passe et quelle est la stratégie qu'il a mis en place d'un point de vue de ses tests. Alors là, je vais faire un point qui est vraiment très orienté logiciel, mais on parle ça et ça c'est très important. C'est très important à mon avis de comprendre deux types de vulnérabilités quand on regarde le logiciel, parce que c'est très important d'un point de vue de l'analyse de risque. Je les ai catégorisés, enfin, j'ai fait une petite typologie très simple, vulnérabilités que j'ai appelées internes et vulnérabilités que j'ai appelées externes. Les vulnérabilités que j'appelle internes, c'est en gros votre fournisseur, il a des développeurs et donc du coup, eux, ils peuvent faire des bêtises, évidemment, et sans s'en rendre compte, hein, la plupart du temps, évidemment. Et donc là, il faut regarder comment lui, d'un point de vue de ce qu'il produit en interne, il gère ses risques. Donc là, il y a deux éléments qui sont très importants. La revue de code. Est-ce qu'il y a des revues de code qui sont mises en place? Qui les fait? Qui les signe? S'il les signe, etc. À quelle fréquence ils les font? Est-ce qu'ils les font à la fin de chaque sprint, etc. Ça, c'est un point d'attention vraiment important. Et il y a un autre point d'attention qui est aussi la qualité de code. Donc la qualité de code, c'est la qualité d'un point de vue, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est bien structuré, est-ce que c'est maintenable, est-ce que c'est bien documenté. Mais c'est aussi regarder, et ça il y a des outils pour le faire, qu'il n'y ait pas de grosses vulnérabilités qui ont été faites, je ne sais pas, des boucles infinies, des trucs en gros hein, que les hackers connaissent beaucoup mieux que nous, que moi aussi. Et donc du coup, il y a des outils ici qui cherchent à regarder des critères de qualité. Et typiquement, ce qui est intéressant de regarder, c'est de regarder s'ils le font et aussi surtout de regarder si dans leur chaîne, ils ont intégré ces critères-là pour arrêter la chaîne. C'est-à-dire typiquement, voilà, ok, il y a un développeur, il a lancé la chaîne parce qu'il a produit une nouvelle version. Tous ces contrôles-là vont être effectués plus ou moins automatiquement. Mais si l'outil, par exemple, de qualité de code me dit non, ça c'est pas bon, il y a des vulnérabilités critiques, je laisse pas passer, je coupe ma chaîne et il se passe plus rien. Donc ça, c'est vraiment très important de le faire et de vérifier que ça soit bien fait en amont et pas en aval. Et voilà, et de comprendre un peu la stratégie qui a été mise autour de ça, ça c'est essentiel à mon avis d'un point de vue de la gestion des risques. Un point très important aussi, c'est que il y a des vulnérabilités externes en fait. Donc ce qui se passe, qu'il faut comprendre, c'est que les fournisseurs de solutions, bien qu'ils codent, ils intègrent beaucoup de dépendances externes. Ce que j'appelle dépendances externes, ce sont tous les outils qui existent déjà, les librairies notamment, qui sont voilà, libres de droit, pas libres de droit, mais en tout cas qui sont produits par d'autres que votre fournisseur que vous êtes en train d'auditer. Ces dépendances externes-là, elles ont aussi leur propre vulnérabilité.
et ça impacte beaucoup le produit final, même si c'est pas des bêtises qui sont faites par votre fournisseur en tant que tel. Mais donc du coup lui, il a aussi, c'est aussi de sa responsabilité de gérer la façon dont il intègre toutes ces dépendances-là, donc déjà de faire la liste des dépendances qu'il intègre et aussi de vérifier de façon continue qu'il n'y a pas de nouvelles vulnérabilités qui ont été découvertes sur ces dépendances qu'il utilise et au cas échéant d'avoir un plan de remédiation ou de changement, etc. Donc ça, c'est un point d'attention très particulier aussi, qui est souvent oublié, qui est à mon avis très important. Et il existe aussi plein d'outils pour le faire, je ne vais pas les détailler ici, mais il faut savoir que à mon avis, c'est un point essentiel du risk management. Oui, est-ce que tu peux passer la slide d'après, s'il te plaît? Voilà. J'avance, oui, je vais faire celle-là aussi, pardon. Donc, bon, on a vu plein de choses, donc c'est assez technique, hein, mais l'idée, c'est de se donner un peu un aperçu des points d'intérêt. Il y a un fonctionnement aussi qu'on voit de plus en plus, c'est pour ça qu'on le mentionne ici, qui est le fonctionnement sandbox. Donc l'idée en fait, c'est que votre fournisseur, donc vous avez votre outil SaaS que vous utilisez par exemple d'un point de vue en production, et il vous a aussi fourni un système isolé, bac à sable, qui n'impacte pas la production, sur lequel vous pouvez vous-même faire vos stratégies, notamment vos stratégies de configuration, et qui après est capable d'être poussé de la même manière ou répliqué sur votre environnement de production, permet de réduire les risques, de ne pas avoir d'autres systèmes à côté. Donc ça, c'est de plus en plus des choses qu'on voit chez les fournisseurs de solutions SaaS, et que c'est un outil qui, si vous les proposez, est à haute valeur ajoutée, à haute valeur d'intérêt pour vous, pour la gestion de la validation de vos outils, critiques ou importants. Voilà. Donc évidemment, les avantages à ce type de système, vous les imaginez, hein, c'est d'avoir des cycles de développement évidemment qui sont plus rapides, d'avoir le moins d'échecs possible, de ne pas impacter la production, mais de rester dans un système d'amélioration continue et de laisser à vos équipes la possibilité de faire des changements à la demande dans un environnement maîtrisé et non risqué. J'ai résumé assez rapidement la slide parce qu'on arrive un peu au bout de cette présentation, mais je pense que ça doit être assez clair pour tout le monde. Donc, une petite conclusion là très rapide, c'est que l'idée première, évidemment, c'est d'instaurer une relation de confiance avec son fournisseur. Les solutions SaaS, hein, de toute manière, ça demande une confiance réciproque puisqu'ils vous livrent tout clé en main. Donc, après tout, c'est un choix économique pour eux, mais ça a aussi des engagements. Et donc, je pense qu'il faut apprendre à discuter de leurs engagements et à leur faire dire aussi comment ils respectent leurs engagements. Il y a besoin d'être transparent, donc d'avoir une transparence un peu assez réciproque aussi, hein. Donc, eux dire aussi de quelle manière ils travaillent, et vous aussi, qu'est-ce que vous cherchez à regarder, qu'est-ce qui est important pour vous, de quelle manière vous utilisez le produit, pourquoi c'est risqué, pourquoi c'est critique pour vous, même si ça ne leur paraît pas essentiel. C'est des métiers différents, donc évidemment, on a des points de vue différents sur ce qui est important, ce qui l'est pas. Il y a une nécessité forte, je pense, d'avoir une approche basée sur les risques. Ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure, qui est essentielle pour éviter quand même Alors déjà pour auditer les bonnes choses, hein, et même valider, tester les bonnes choses. Et puis voilà, pour pas non plus surcharger à venir tester X fois une fonctionnalité qui finalement n'a jamais bougé depuis 5 ans, alors qu'il y a eu 25 releases entre les deux. Donc là, il y a quelque chose à trouver entre qu'est-ce qu'une release, qu'est-ce qu'une version, qu'est-ce qu'il y a dans les releases et quels sont du coup les points d'attention nouveaux à chaque fois qu'on voit une release arriver.
Et le dernier point, et c'est un petit peu ce que j'ai cherché à vous donner aujourd'hui, c'est d'avoir du personnel qualifié techniquement et donc du coup qui est capable de comprendre l'environnement de travail, les process de production de votre fournisseur et d'aller poser les bonnes questions. Et donc voilà, bon, c'est un peu l'objet, c'est pour ça qu'on fait une présentation conjointe entre le pôle qualité mené par Aurélie et le pôle agilité mené par moi, c'est qu'il y a besoin d'avoir ces deux compétences et notre expérience, c'est que ça marche bien avec deux types de, voilà, ces deux types de personnes-là, on arrive à faire des choses tout à fait convenables. Enfin, les offres ADN. Alors, est-ce que Philippe, vu que vous êtes là, est-ce que vous voulez le faire? Oui, bah, je peux prendre un peu le relais. Donc, on a un accompagnement pour la conduite d'audit, hein, donc pour accompagner, mettons, vous accompagner dans ce type d'audit si vous souhaitez, par exemple, être épaulé par une personne un peu plus technique, hein, un accompagnement technique et méthodo pour la validation de systèmes d'information, je dirais, en mode agile. Parce que même lorsqu'on ce sont des systèmes un peu complexes, même si le noyau peut être SaaS, de plus en plus les gens proposent de la configuration et donc les projets sont menés en mode agile. Donc ça c'est quelque chose que donc qui dit agile dit DevOps. Donc ça fait partie des services que l'on propose. Hein. Et puis bon, je pense que vous l'avez déjà un petit peu vu à travers nos précédents webinaires. C'est le paramétrage et la mise en place d'un ensemble d'une chaîne de validation d'outils continus. Hein. Bon, et généralement, ça s'appuie sur Agile DevOps. Puis tout ce qui est gestion exécution des tests automatisés, notamment dans des sandbox, puisque le problème des sandbox aussi, c'est que souvent, les gens ont accès, comment dire, aux versions qui vont être poussées en production pendant, 6 semaines. Et donc, ils ont 6 semaines pour faire leur test de non-régression. Donc, parfois, c'est un peu juste parce que ce qui est vendu, comment dire, au métier, c'est que, voilà, si c'est une application SaaS, ils n'ont pas besoin de l'IT, etc. Donc, mais bon, du coup, le métier se retrouve à devoir maintenir l'état validé et avec des fenêtres. Donc, il y a des ressources métiers pendant la durée du projet, mais pas forcément, je dirais, pendant la phase de maintien en conditions opérationnelles. Donc, voilà, c'est un ensemble de services que l'on propose. Mais bon, l'objet aujourd'hui, c'était de vous montrer qu'on peut vous aider sur la conduite d'audit de fournisseurs SaaS, mais également d'audit de fournisseurs IAS. Voilà, je pense que c'est le dernier slide. Très bien. Alors, on est un petit peu en retard, mais on a peut-être une question, je ne sais pas.